autre épisode de Retour sur l'investissement présenté par MREX et la MREX Collège. Je m'appelle Nicolas Herré, je suis PDG de la MREX avec mon acolyte. Kevin Popin, donc professeur à la MREX et investisseur immobilier. Yeah! Et aujourd'hui, Nick, on ne parlera pas d'immobilier, on va parler d'ailes de poulet. Ailes de poulet, ouais, ça a l'air que les ailes de poulet ont fait fureur dans nos premiers épisodes. Il y a eu des commentaires sur Facebook d'investisseurs qui disaient ouais, on aimerait ça venir parler d'immobilier et manger des ailes de poulet avec vous. Fait que, non, sans farce. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. On va parler de choses sérieuses. On va faire un épisode où on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est sûr qu'on va rentrer dans des choses assez techniques. On va parler des 3 TGA et les dynamiques de marché qui s'en suivent. Yes. Fait que, commençons par mettre la table parce que c'est pas tout le monde qui écoute cet épisode-là qui ont fait des cours d'ingénierie financière à la MREX. C'est quoi un TGA? Le TGA, en fait, c'est le taux global d'actualisation. C'est un facteur d'actualisation qu'on utilise. Il faut mettre un peu en contexte, c'est que le TGA, en fait, est utilisé pour calculer la valeur actualisée d'une annuité perpétuelle dans le temps. OK. Donc, dans les méthodes d'évaluation qui sont utilisées, on va prendre le flux monétaire, qui est le revenu net d'opération normalisé, Ouais. et divisé par le taux de rendement exigé, qui est le taux global d'actualisation, va nous donner la valeur actualisée de ce flux monétaire-là. Et lorsqu'on a un flux monétaire qui est un cash flow, qui est toujours le même, c'est ce qu'on appelle une annuité en finance. Et lorsqu'il est à l'infini, c'est une perpétuité. Ouais. Donc, le taux global d'actualisation, c'est que si, mettons, on achèterait l'immeuble cash, ce serait le retour qu'on aurait sur investissement avant impôt. Ouais. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'évidemment, on n'achètera pas nécessairement l'immeuble cash. C'est ça. Parce que j'espère que non. Je veux dire, c'est un effet, un jeu de levier, c'est un jeu de la dette en immobilier. Ouais. Mais n'empêche que le TGA nous permet, justement, à partir de cette valeur actualisée-là, de trouver la juste valeur marchande. Et on peut réutiliser aussi le calcul du TGA pour trouver notre valeur économique. Parce que, ultimement, le TGA est un ratio de comparable. Les gens vont parler beaucoup de MARN, multiplicateur de revenus net. Le TGA est juste, en fait, l'expression du MARN en pourcentage. Exactement. Si on a un MARN de 20, on va dire que, mettons, on veut trouver le TGA de manière très, très simpliste, là, sans rentrer dans les calculs mathématiques, là, pour que tout le monde puisse comprendre, monsieur, madame, tout le monde. On va prendre une bâtisse qui va représenter 100. Donc 100 %, parce qu'on achète cash, 100 % de la bâtisse. Si le MRN, c'est 20, bien, automatiquement, on fait 100 divisé par 20. Ça va donner 5. C'est 5 %. C'est le TGA. Ou un TGA de 5 %, bien, réellement, c'est que tu achètes l'immeuble à 20 fois les revenus nets. Exact. Puis, tu l'as bien mentionné, c'est au niveau comparable, on va l'utiliser. Puis, c'est important de comprendre toutes les formes de TGA parce que dans une stratégie de portefeuille et dans l'analyse puis la compréhension des dynamiques de marché, on va tout ramener à ces TGA-là. On va tous les mettre sur les mêmes dénominateurs. On va tout calculer de la même façon. Puis, on va comprendre qu'il y a une dynamique. Et ensuite de ça, on va aller même plus loin. Puis, on va déterminer que cette dynamique-là vient influencer le retour sur investissement. Puis, on va même adapter la stratégie de portefeuille, la stratégie de l'investisseur selon justement le retour sur investissement puis ce qu'il veut vraiment atteindre. Parce que, tu sais, on essaie de simplifier le concept du TGA pour les gens qui écoutent, mais la vérité, c'est que c'est pas un concept simple. La vérité, c'est de l'ingénierie financière. Puis acheter des blocs aujourd'hui, même s'il y en a qui s'entêtent à dire que c'est pas compliqué acheter des blocs, puis c'est pas compliqué investir en immobilier, là. Il y a encore des gens qui sont pognés dans les années 80. C'est compliqué, surtout si vous voulez maximiser votre rendement et minimiser au maximum votre risque. Effectivement, c'est compliqué, c'est complexe. Le TGA n'est pas... c'est pas un outil qui sert à dire ben là, le TGA à Montréal, c'est 5 %, fait qu'acheter des blocs à 5 % de TGA. Il faut faire très attention, là. Vous ne pouvez pas prendre un regard simpliste comme ça en investissement immobilier. Et il faut faire très attention avec le TGA parce que, comme tu l'as dit, c'est une annuité. Donc, ça considère que tout reste pareil à jamais, ad vitam aeternam, ce qui n'est pas vrai. Non. Il y a des fluctuations dans tes revenus dépenses, dans les taux d'intérêt, tout ça. Et ça considère que tu achètes cash, ce qui n'est pas vrai non plus dans le multilogement. Donc, il faut faire très attention de comprendre c'est quoi le TGA, c'est quoi son utilité, c'est quoi les différentes sortes de TGA, et c'est quoi également leurs limitations pour ensuite être capable de profiter de ces informations-là. Ben oui, parce que les variables qui vont le composer vont nous dicter, vont nous enligner, nous guider sur comment est-ce qu'on doit acheter l'immeuble. Ouais. Et on va justement en parler des différents types de TGA, des différentes méthodes d'évaluation. Mais tu sais, je peux donner un exemple.
un des immeubles que j'ai en ce moment dans mon parc immobilier qui est le plus rentable, quand il est sorti sur le marché, c'est lui qui avait le plus gros prix par porte. Il était à 130 000 la porte. Puis quand tu regardes les comparables, tout était à 60 000, 70 000 la porte. Tu regardais le MRB, on était à 13,5 de MRB. C'est cher de la porte. Puis, écoute, tout est cher. Tu regardais les autres, tu étais à 11 de MRB. Tu peux pas acheter ça. Il me semble que j'avais déjà lu dans un article ou un livre. Il fallait pas que tu achètes en haut de 10 fois les revenus bruts puis pas en haut de 15 fois les revenus nets. Qu'est-ce que tu as fait là? Ça aurait été malheureux de suivre le livre parce que ça s'avérait que finalement, quand tu regardais à partir du TGA et le MRN, finalement, c'était un TGA à 5,40 cet immeuble-là. Et tous les autres qui avaient des prix par porte très faibles et des MRB très faibles, c'était tous des TGA de 5, 4,75. Donc, automatiquement, finalement, cette transaction-là était la meilleure du marché à faire. Et tu vois, aujourd'hui, moi, c'est une vache à lait, là, cet immeuble-là. Fait que c'est quoi les... On va rentrer dans les 3 sortes de TGA, tant qu'on en a parlé. Donc, je vais les nommer. Il y a le TGA paritaire. Oui. Il y a le TGA CMPC. Puis, il y a le TGA économique. Donc, le TGA paritaire, c'est le TGA de valeur marchande. Le TGA marchand, le TGA de marché, c'est... Le vrai terme, c'est le TGA paritaire. Exactement. Donc, les évaluateurs, ce qu'ils vont faire, c'est que lorsqu'ils vont analyser votre sujet, ils vont prendre des différents comparables. Évidemment, ces comparables-là, ils ne vont pas prendre n'importe quoi. Ils vont essayer de se rapprocher le plus au niveau de l'âge du bâtiment, au niveau de la localisation. Donc, ils vont essayer de prendre des pommes avec des pommes. Et là, ils vont normaliser cet immeuble-là et ils vont établir un TGA de vente. Donc, ils vont prendre le revenu net normalisé divisé par les ventes. Ça va leur donner un TGA. Donc, ce TGA-là va refléter un peu le comportement des acheteurs et des vendeurs dans le marché. Où est-ce qu'il y a une notion, en fait, une nuance très importante à apporter dans le calcul de TGA paritaire? Et là, j'espère que je ne vais pas déclarer la guerre avec les évaluateurs agréés au Québec. C'est des évaluateurs agréés qui viennent faire des redressements au niveau physique de l'immeuble. Dans un multilogement. Dans un multilogement. Pourquoi que... Je comprends que d'un point de vue théorique... Explique c'est quoi un redressement physique là, par rapport à un TGA. Là. Mettons, ils vont dire, bon, mais lui, deux immeubles différents, puis là, ils vont dire, bon, OK, parfait, lui, voici sa structure de revenus bruts puis de dépenses, normalisée et réelle. Mais là, lui, il a un plus gros terrain. Fait que là, vu qu'il a un plus gros terrain, mais il faut enlever une partie du revenu net à l'autre qui a un plus petit terrain. OK, mais l'autre, il a telle caractéristique. L'autre, il a 10 ans de moins, 10 ans de plus. Fait que là, ils viennent impacter le revenu comme net une maison. normalisé. Comme une maison. Une maison, il y en a un qui a un garage, l'autre, il n'y a pas de garage, ou l'autre, qui a un terrain de 5000 pieds carrés, l'autre, il y en a un de 5800 pieds carrés. En fait, je vais être super transparent en net, ça n'a aucun son sens. Ça n'a pas sa place en investissement immobilier de faire ce type de redressement-là pour plusieurs raisons. Première des choses, c'est pas là-dessus que les investisseurs s'entendent. Les investisseurs s'entendent sur les revenus nets normalisés. Le marché ne se transige pas sur ça. Exactement ça. Donc, quand que tu viens établir un TGA qui vient refléter le comportement des acheteurs et des vendeurs, de se mettre à faire des redressements comme ça, c'est comme si, dans le fond, tu comprends réellement pas sur quoi s'entendent les acheteurs et les vendeurs. C'est sûr que si le terrain à côté de l'autre immeuble, tu peux le lotir puis le revendre. Là, c'est pas pareil. Effectivement, ça a une valeur. Mais si l'autre, il y a vraiment juste un terrain plus gros, puis que ça n'impacte pas les revenus aucunement, parce que tu peux pas faire plus de parking. L'autre, l'âge du bâtiment... Tu peux peut-être faire plus de party, mais pas plus de parking. C'est ça. Donc, ça n'impactera pas nécessairement les revenus, les revenus nets. Donc, il n'y a pas... Au niveau du TGA paritaire, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis c'est important que les investisseurs qui écoutent comprennent ces TGA-là, parce que après ça, là, ça vous donne l'outil d'être plus proactif. On en parle d'être proactif dans sa gestion de portefeuille, puis d'être en contrôle de son parc immobilier. Mais ça donne la force de comprendre que quand, exemple, tu fais faire une évaluation agréée sur ton immeuble pour un refinancement ou pour aller chercher des partenaires ou peu importe la décision, ça te permet de lire ton rapport d'évaluation puis de comprendre, OK, comment il a établi cette valeur-là, basée sur quel TGA? Est-ce que c'est le TGA paritaire? Est-ce que c'est le CMPC? Puis maintenant, dans le paritaire, est-ce qu'il l'a bien fait ou justement il l'a redressé à travers les caractéristiques physiques? Puis on a déjà tombé, nous, sur des évaluations agréées de nos étudiants à la Meurthe puis en ingénierie financière que on se rend compte que l'évaluateur agréé, il a fait un redressement physique, ça l'a enlevé de la valeur, puis notre étudiant, il n'a pas eu le financement qu'il avait besoin pour continuer à croître son parc. Puis le redressement physique n'avait aucun lien, impactait pas dans les faits, dans le réel et opérationnel, n'impactait pas les revenus de l'immeuble. Si les gens qui écoutent comprennent, ou si on est capable de les amener à comprendre justement l'importance de ça, bien, dans cette optique-là,
la manière que la situation aurait été jouée, c'est que l'étudiant aurait lu l'évaluation en le recevant, puis il aurait spoté cette erreur-là ou cette problématique-là, puis il aurait pu dire attends un peu, je vais challenger l'évaluateur. Si l'évaluateur n'est pas prêt à reculer sur son point, moi, je vais challenger la banque, puis je vais dire non, on ne peut pas accepter cette évaluation agréée-là pour telle et telle raison. Il a choisi des comparables dans un marché Ouais. qui n'avaient aucunement rapport. Tu sais, souvent dans des villes, il y a des micro-marchés. Ouais. Quand tu viens prendre des comparables dans un marché où est-ce que tu sais, exemple, le TGA est beaucoup plus élevé dans ce marché-là, Exact. tu viens impacter ton sujet alors que lui, il était dans un marché que le TGA mériterait d'être beaucoup plus faible. Ouais. Puis, encore une fois, ça vient... Le marché est important au niveau du TGA paritaire parce que quand on regarde les revenus, l'évaluateur, lui, il veut... En fait, il y a vraiment 3 critères en termes de revenus. Donc, la durabilité du revenu, c'est quoi la qualité des locataires qui sont dedans? Donc, as-tu vraiment une grosse rotation? La qualité aussi des revenus, puis la quantité des revenus. Ouais. Donc, ces 3 critères-là vont vraiment venir aider l'évaluateur à prendre une décision au niveau des comparables qu'il va choisir. Ouais. Et c'est là où est-ce qu'il y a le danger de manque de subjectivité pour l'évaluateur. C'est clair. Puis c'est vous, en tant qu'investisseur, qui devez être apte à juger de ce report-là. Pas pour vous penser être meilleur que lui. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ouais. C'est juste de comprendre le même langage, de comprendre le processus dans lequel il est passé. Ouais. Puis ça vous permet, en bout de ligne, de choisir l'évaluateur qui correspond justement à vos besoins et qui comprend réellement le marché. Exact. Puis ça amène à un deuxième point, mais en fait, ça amène sur le deuxième TGA, le TGA CMPC, donc le coût moyen pondéré du capital. Là, c'est sûr qu'on n'a pas un whiteboard avec nous, puis on ne commencera pas à décortiquer comment, c'est quoi le calcul, mais ultimement, c'est ce qu'on appelle le TGA de coût de mise de fonds, finalement. Exact. On vient, en fait, en finance, on prend les coûts des capitaux fois leur poids, Ouais. plus le coût de la dette fois son poids, plus le coût de nos capitaux fois le rendement exigé. C'est la méthode du revenu qu'on appelle, parce qu'en évaluation agréée, on a la méthode de construction qui n'est pas vraiment applicable dans le multilogement usagé. On a la méthode des comparables qui est le TGA paritaire. Puis on a la méthode du revenu qui est au niveau du TGA, hypothèque mise de fonds. CMPC. Bon, parfois, les évaluateurs, même dans la méthode du revenu, ils vont venir simplement prendre le TGA paritaire, puis ils vont trouver la valeur comme ça. Mais une autre manière de le faire, c'est qu'ils vont venir composer un TGA selon différentes conditions de financement du marché. Ouais. Et là, ce qu'ils vont se dire, c'est dans le marché, sans prendre en compte les avantages que pourrait avoir le vendeur ou l'acheteur, quelles seraient les conditions de financement actuelles? Ouais. Donc là, ils vont aller chercher un taux d'intérêt moyen, ils vont faire une constante hypothécaire avec ça, pour tenir compte que, évidemment, ce taux-là, il est amortissable. Un taux de rendement attendu. Après ça, ils vont prendre le taux de rendement attendu. C'est là que ça se casse. C'est là le problème, parce que ça, c'est hyper subjectif. Énorme, parce qu'ils vont venir refléter plus le risque à travers ce taux de rendement attendu. Parce que l'évaluateur agréé, c'est lui qui détermine que l'investisseur, en ce moment, il veut un taux de rendement sur son cash de 3 ou de 4 ou de 2 Comment il arrive à ça? C'est entièrement subjectif. Et là, j'espère qu'en ce moment, si on a des évaluateurs qui nous écoutent, que quand vous mettez le taux de rendement attendu, vous savez très bien que ce n'est pas le vrai taux de rendement de mise de fonds. L'investisseur n'aura pas ce vrai taux-là parce que justement, ça ne tient pas compte de l'impôt, ça ne tient pas compte de plusieurs facteurs au niveau de la composition même du TGA. Exact. Donc, c'est très, très subjectif comme variable. Et les bons évaluateurs vont beaucoup utiliser cette variable-là, d'une part pour déterminer le risque dans lequel est l'immeuble, et d'autre part, ils vont prendre le TGA paritaire, ils vont le regarder. Ils vont regarder ensuite de ça au niveau de la constante hypothécaire puis du poids de la dette en général dans le marché. Puis ça va les indiquer un peu indirectement quel est le taux de rendement sur mise de fonds exigé. Donc, ils vont aller un peu par déduction. Oui. Puis ça, ce TGA-là, le CMPC, un peu comme tantôt on parlait du paritaire, quand vous recevez votre évaluation agréée, allez voir sur quoi l'évaluation agréée, le montant final, sur quoi il est basé. Parce que s'il est basé sur le CMPC, puis que le TGA CMPC est plus bas, en fait, est plus haut qu'au niveau paritaire. Que le paritaire, c'est-à-dire que le prix est plus bas, la valeur de l'immeuble est plus basse, bien, c'est à votre avantage de dire « Wow, attends un peu, là. C'est quoi la constante hypothécaire que tu utilises dans ton CMPC? Exact. C'est quoi le taux de rendement, surtout que tu as établi? » Puis là, tu es capable de dire « Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est trop subjectif. Donc, soit que tu réajustes un de ces deux ratios-là, ou soit qu'on prend le TGA paritaire pour telle ou telle raison. Et là, après ça, tu peux refaire le même exercice que tantôt, c'est-à-dire d'aller voir ton banquier et de dire, regarde, il a pris un CMPC,
la subjectivité au niveau de son taux de rendement qu'il a instauré, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'est pas vraiment capable de le justifier. Fait que soit qu'on prend le TGA paritaire ou on demande de refaire son inversion sur le TGA paritaire, soit qu'on demande de refaire son taux de rendement, ou soit qu'on trouve un autre évaluateur carrément. Oui, carrément. Ouais. C'est comme ça que ça te permet d'aller chercher le maximum, parce que c'est un jeu de levier. On va aller chercher le maximum de financement continuellement pour pouvoir croître. Fait que si vous perdez 40 000 ou 50 000 le levier, ou 100 000 ou 500 000 dans les gros immeubles, juste parce que votre évaluateur a utilisé un CMPC, ou parce qu'il n'a pas pris des bons comparables, ou parce qu'il a été trop pessimiste au niveau des taux de rendement, mais ça peut vous faire mal. Là. Fait que c'est votre job comme investisseur de comprendre tout ça. Ce n'est pas un investisseur immobilier actif, c'est pas quelqu'un qui fait juste commander une inversion agréée puis qui subit le montant. Jamais. C'est ça de la gestion de portefeuille active. Là. Surtout que des fois, ça peut arriver, les évaluateurs, s'ils font ça de leur vie, puis s'ils ne sont pas des investisseurs, pour eux, ils rentrent le matin, ils font leur travail. Il y en a qui sont vraiment excellents, mais d'autres qui ne comprennent pas que, justement, le 0,25 là, qui ont impacté sur le rendement sur mise de fonds vient peut-être d'impacter des centaines de milliers de dollars. Encore plus si c'est un investisseur qui fait majoritairement du résidentiel, des maisons. Qui vient faire de temps en temps au niveau de l'immeuble à revenus, clairement. Donc, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent en ce moment comprennent qu'on parle de TGA, donc inévitablement, on parle d'évaluateurs. Ouais. On ne vient pas dire que les évaluateurs ne font pas bien leur travail. C'est juste que c'est votre devoir en tant qu'investisseur de comprendre leur travail, que ce soit des partenaires et que vous les aidiez même dans ce que vous avez de besoin. Absolument. Puis de les challenger, d'être capable de challenger l'évaluateur sur ses comparables, sur sa technique d'hypothèque mise de fonds. Absolument. Puis ça amène au point, les courtiers immobiliers, l'évaluateur agréé, le banquier, ils ne travaillent pas pour vous. Vous devez travailler avec lui. Fait qu'elle a la composante de contrôle puis d'être actif en investissement immobilier. Mais tu ne peux pas être actif en investissement immobilier puis travailler avec eux si tu ne maîtrises pas au moins une base en ingénierie financière. Puis si tu ne comprends pas, justement, c'est quoi un TGA, si tu ne comprends pas c'est quoi un taux de qualification, si tu ne comprends pas ces dynamiques-là qui sont de base, selon moi. Là, on a les deux cours au MREX Collège, le IF 1001, IF 1002, au niveau du certificat d'ingénierie financière. Ça, c'est une base. C'est une base que tout investisseur immobilier aujourd'hui devrait minimalement avoir. Parce qu'après ça, même dans la meute, on va dans l'IF 1003, 1004, 1005, 1006. Dans la meute Alpha Oméga, après ça, on rentre même dans du 1007, 1008. Fait que ça va très loin, l'ingénierie financière. Là. C'est très pertinent. C'est important de le mentionner. C'est même pas pertinent. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Sinon, vous êtes juste une victime. Puis vous allez subir le marché. Puis rendu là, tant qu'à subir le marché comme investisseur immobilier, vous êtes aussi bien d'aller placer dans la bourse. Fait que tu sais, rendu là, si tu veux pas être en charge, être actif, investir dans ta formation, investir dans tes connaissances, pour vrai, va investir dans des fonds de placement, va investir dans des choses à rendement fixe, achète-toi des CPG, fais pas de l'immobilier multilogement, pas en 2018, là. Oublie ça, là. Fais pas ça, là. C'est sûr que tu vas te planter. Tu es en train d'écouter en ce moment, là, on n'est pas en 2007, on n'est pas en 99. Là. C'est pas passif, ça ne prend pas de la valeur éternellement, ça ne prend pas de la valeur naturellement. Fait que si vous n'êtes pas prêt à faire de l'ingénierie financière puis à vous investir dans une base d'ingénierie financière, c'est de valeur parce que ceux qui le font en ce moment, bien, c'est eux qui vont ramasser vos blocs dans 5 ans puis dans 10 ans. Puis bien, vous allez être encore une statistique. Puis vous allez être l'histoire plate à Noël. Vous allez être le mononcle ou la matante qui va être en train de dire aux autres « Ah, c'est de la merde d'immobilier, ça marche pas bien, puis moi j'ai fait ci, puis ça, puis ça n'a pas marché. » C'est plus payant. C'est pas payant. C'est plus payant comme dans le temps. Hein? On l'entend souvent, ça là. C'est pas payant parce que tu sais pas compter. C'est pour ça que c'est pas payant. Bien, c'est pas payant parce que ça nous emmène justement à comprendre l'impact des TGA au niveau des dynamiques de marché. Ouais. Parce qu'avant de rentrer sur le TGA de la valeur économique, c'était payant dans le temps parce que les TGA, ils étaient basés sur les valeurs marchandes, étaient beaucoup plus élevés. Oui, les TGA de valeur économique amenaient une valeur. Les TGA de valeur économique étaient plus basses, donc les valeurs économiques étaient plus élevées que les valeurs marchandes. Ben oui, puis ça, c'est automatiquement un marché plus liquide. Ouais. Donc, c'est un marché qui est beaucoup moins leveragé. Notre MRN est beaucoup plus faible, mais on a un marché plus liquide. Donc, il y avait peut-être l'impression justement que les liquidités, c'est pas une impression, c'était vraiment ça. Puis même encore aujourd'hui, tu es allé dans un marché tertiaire parce que tu es financé sur la valeur marchande, donc tu as des TGA beaucoup plus élevés. Bien, tu vas avoir un flux monétaire opérationnel plus élevé parce que quand tu regardes au niveau du TGA économique, donc on a parlé justement dans une dernière émission des valeurs économiques. Les mythes sur les valeurs économiques, oui. Mythes sur les valeurs économiques. Si vous n'avez pas écouté ça, allez, mettez cet épisode-là sur pause,
allez écouter l'épisode sur les revenir mythes. à ce moment-ci. Absolument. Parce que quand on arrive à notre valeur économique, après ça, étant donné qu'on a normalisé de la même manière qu'au niveau paritaire, on est capable de trouver notre TGA de valeur économique. Ouais. Et là, avec ces deux variables-là, on peut vraiment comprendre et on est où présentement dans notre marché. Ouais. Et ça vient même nous indiquer au niveau de notre portefeuille quel va être le niveau de liquidité et d'illiquidité entre ces marchés-là. Et gérer le risque par rapport à ça. Oui, il y a un risque qui est associé directement à ça. Et évidemment, dans un marché où est-ce que tu es plus liquide, donc tu as un TGA beaucoup plus élevé, tu es financé sur la valeur marchande, c'est un marché qui est beaucoup moins leveragé parce que vu que ton TGA est plus élevé, ton multiplicateur de revenu net est beaucoup plus faible. Donc, pour chaque dollar que tu vas optimiser l'immeuble, tu vas avoir un levier qui est inférieur à si tu serais dans un marché avec vraiment un TGA sensiblement le même que le TGA économique. Oui. Puis on parle de TGA économique bancaire, Nick. Oui, exact. Pas TGA économique universitaire, là. Vraiment au niveau bancaire, qui sert à établir la valeur économique. Fait que, comment on fait pour établir le TGA économique? Bien, on normalise la même manière qu'on normalise au niveau paritaire. Donc, c'est important de regarder la même méthode pour vraiment avoir des pommes avec des pommes. Donc, on a pris, exemple, tous nos immeubles qui avaient été vendus dans le marché. On a normalisé. On a trouvé notre revenu net normalisé. On a divisé par le prix de vente, ça a donné notre TGA de vente. Fait que là, avec ça, après ça, on peut déterminer notre TGA paritaire. Là, je vais rapidement. Là. Il y a des étapes, puis il y a vraiment une rigueur qui est à appliquer quand on le fait. Ça ne se fait pas si facilement que ça. Et ensuite de ça, on trouve notre valeur économique. Et lorsqu'on a trouvé notre valeur économique, eh bien, on a normalisé de la même manière qu'au niveau paritaire. Donc, on prend notre RNN, on leur divise par notre valeur économique et ça nous donne notre TGA de valeur économique. Donc là, on se retrouve vraiment avec deux TGA qui font vraiment tout leur sens et que ça nous permet d'indiquer on est où dans le marché. Ouais. Et ça permet aussi de gérer le risque comme que tu l'as mentionné. Et ça permet aussi de regarder dans le passé quelle a été la vitesse de la descente au niveau du TGA par rapport à la vitesse de descente au niveau du TGA de valeur économique. Parce qu'on a passé, on a oublié de le dire tantôt, les gens qui ne maîtrisent pas le TGA, nous, c'est parce que c'est notre quotidien, là, mais un TGA plus bas, c'est un immeuble plus cher. Oui, parce que en fait, ton taux global d'actualisation, ton facteur d'actualisation va être plus faible. Donc, si tu acceptes de recevoir un moins gros rendement, tu es prêt à payer plus cher. Et à l'inverse, si tu veux un plus gros rendement, tu vas payer moins cher. C'est comme au golf. La valeur du golfeur augmente alors que son score descend. La valeur de l'immeuble augmente alors que le TGA descend. Exactement. Donc, de comprendre ça, ça nous permet de mieux nous situer dans le marché dans lequel on est, puis de regarder la vitesse à laquelle le TGA se déplace par rapport au TGA de la valeur économique bancaire. Et là, c'est là qu'on peut venir établir l'élasticité entre ces TGA-là et de voir aussi les potentiels de marché où est-ce qu'il va avoir une inversion. Oui. On est-tu dans un marché de valeur marchande? On est dans un marché de valeur économique? Et le marché s'en va vers où? Est-ce que si le marché en ce moment, tu es dans un marché de valeur marchande, puis qu'il s'en va vers un marché de valeur économique, bien, tes décisions d'acquisition et également de refinancement ou peut-être même de vente devraient être fortement affectées par ça. Et vice-versa, si tu es dans un marché de valeur économique, ça va vers un marché de valeur marchande. La vérité, c'est qu'en ce moment, il n'y en a pas vraiment. Là. Non. Ben, ça aussi, il y a un arbitrage à créer, il y a de la richesse à créer également. Là. Mais s'il y a un des marchés que j'aime le plus personnellement comme investisseur, c'est vraiment les marchés où est-ce qu'on a notre TGA de valeur marchande et de valeur économique sensiblement le même. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ces marchés-là, c'est qu'on achète l'immeuble probablement à son plus optimal en termes de cash flow et de levier. Donc, on n'a pas, tu sais, dans le marché comme Montréal, parce que notre TGA de valeur marchande est comme à 4, puis on a des TGA de valeur économique à du 5, 5,75. On a une grosse prime de marché. Donc, en termes de retour sur investissement, ça vient impacter drastiquement. Mais dans un marché où est-ce qu'on est sensiblement les mêmes? Comme, mettons, on va dire Sherbrooke, Trois-Rivières. Oui, Sherbrooke, Trois-Rivières. On est sensiblement dans des marchés comme ça. Même à Drummond, on pourrait dire que c'est dans un marché qui s'en vient comme ça. Donc, on a quand même une situation d'acquisition qui est optimale d'un point de vue cash flow, puis d'un point de vue aussi capacité de levier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces marchés-là, c'est d'observer la rapidité à laquelle pourrait avoir une inversion entre ces TGA-là. Et de la manière que ça fonctionne, c'est que dans ces marchés-là, lorsqu'il va y avoir beaucoup d'investissements, puis lorsqu'il va y avoir une croissance économique très forte, eh bien, il va y avoir évidemment des immeubles neufs qui vont se bâtir. Il va y avoir donc des prix de loyer qui vont être beaucoup plus élevés. Et là, automatiquement, ça vient créer des comparables avec des prix de loyer plus élevés. Exact. Donc, ça vient créer aussi au niveau de l'usager de l'optimisation en des qualités de neuf ou condo. Ça tire le marché vers le haut. Ça tire le marché vers le haut. Ouais. Et c'est intéressant. Mais c'est pour ça qu'au début, dans ces marchés-là, la variation, elle est très, très lente parce que justement,
il n'est pas encore rendu à un stade où est-ce qu'il va avoir vraiment de l'investissement, il va y avoir des blocs neufs qui vont venir se construire, puis ça va venir créer une pression à la hausse au niveau des loyers. C'est pour ça que, tu sais, moi j'en parle souvent, mais j'ai eu une discussion hier avec des investisseurs. Comment que la théorie ancienne de ne jamais acheter de bloc plus que 25 minutes de chez toi, comment que cette théorie-là, elle a plus sa place aujourd'hui en 2018? Tu sais, moi qui fais beaucoup affaires aux États-Unis, les Américains, eux autres, ils achètent des blocs partout, là, partout aux États-Unis. Du monde de la Californie achète des blocs à New York, puis en Floride, puis au Dakota du Nord. Il n'y a pas de limitation physique, là, ni géographique. Puis, à ce que je cherche, nous, les Québécois, on n'est pas meilleurs que les Américains, là, à moins qu'on ait découvert quelque chose qu'eux, ils n'ont pas découvert. Fait que s'ils sont capables d'acheter des blocs aussi loin géographiquement en différents États, je vois pas pourquoi que nous, les Québécois, on ne devrait pas acheter des blocs dans différentes villes, dans notre même province. Ouais. C'est encore moins compliqué que d'acheter dans différents États. Là. Je vous dis pas d'aller acheter des blocs en Ontario puis en Colombie-Britannique, là, mais tu habites à Montréal. Tu devrais regarder pour acheter des blocs à Sherbrooke, à Victoriaville, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Saint-Jérôme, à Gatineau, à différents endroits. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir justement bâtir un portefeuille qui va aller avec où est-ce que tu es rendu, avec le type de marché dans lequel tu as besoin d'investir, au lieu d'être celui qui est comme moi j'habite à Laval, puis Laval, la prime de marché est tellement élevée, c'est tellement cher à Laval, fait que c'est pas achetable. Fait que j'attends un deal, j'attends que quelque chose me tombe du ciel, puis pendant ce temps-là, je ne génère pas de rendement. Alors que tu aurais pu très facilement aller à Saint-Jérôme, ou tu aurais pu aller à Joliette, ou à Trois-Rivières, ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis aller faire une belle acquisition. Oui, puis de comprendre tout ça, ça permet vraiment après ça de venir consolider avec le profil de l'investisseur, comme tu l'as mentionné. Et ça permet aussi à l'investisseur de se diversifier au niveau de son portefeuille, puis d'avoir un portefeuille qui, à certains endroits, est plus liquide, qui a un potentiel d'inversion en termes de TGA, donc un potentiel de levier plus grand pour chaque dollar de revenu net normalisé. Et d'avoir aussi dans d'autres marchés un potentiel de levier qui est plus élevé parce qu'on a un TGA beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus près au niveau du TGA économique bancaire. Donc, je pense j'espère qu'on n'a pas trop étourdi nos auditeurs. Mais n'empêche que la notion de TGA, évidemment, c'est pas toujours simple à comprendre. Mais si vous êtes investisseur immobilier et non des propriétaires de blocs, ou vous êtes en voie de devenir des investisseurs immobiliers, vous devez vous éduquer au niveau des taux globaux d'actualisation. Absolument. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait aller dans d'autres sujets, mais si on fait ça, je pense qu'on va en avoir pour un autre 20-25 minutes. Alors, j'aimerais ça souhaiter une bonne semaine à tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent, qui écoutent les épisodes de Retour sur l'investissement. Et on se revoit la semaine prochaine pour encore parler de sujets qu'on espère vous aident dans vos carrières d'investisseurs. Merci Kevin. Bonne semaine. Merci Nick. Bonne semaine à tout le monde à l'écoute. Bonne semaine.